Pierre-Luc, les gens se dirigent avec leurs oreilles ainsi que leurs yeux, s'ils sont sur YouTube, vers un très bon épisode de Trois bières, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment le fun. On a trouvé la façon de se filmer, de le garder dynamique et d'avoir du plaisir. Fait que, aujourd'hui, on est avec Evelyne Ferron, à distance, elle est à Deschambault. Nous sommes, comme si on entend le S se prononçait. Parfois, nous sommes à Montréal et on peut lui parler grâce à la technologie et on est super content d'avoir. On écrit l'histoire en ce moment, mais il n'y a rien de mieux qu'une historienne pour pouvoir regarder ça avec un autre angle que celui qu'on voit à tous les jours. Absolument. C'est ça, comme tu disais, grâce au médium de la sorcellerie, on peut tous se voir, on peut tous se parler et c'est merveilleux. Puis, quelque chose d'autre qui approche la sorcellerie, c'est les gens qui encouragent Trois bières grâce au Patreon, n'est-ce pas, Pierre-Luc? Oui, une fois de plus, je vais vous remercier. On a eu un petit bump, le fun dans nos abonnés. Vous faites des différences dans nos vies. On le dit souvent, mais là, il n'y a rien de plus vrai que lorsqu'on perd tous nos contrats d'écriture. Fait que merci beaucoup d'avoir été là pour nous, de continuer d'être là pour nous. C'est vraiment, vraiment apprécié. Vous êtes life-changing. Fait que merci beaucoup de vous abonner sur Patreon, aux abonnés. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Mais merci beaucoup à particulièrement ceux qui le font. Et en particulier, merci à Oui, on remercie Charles Masse, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Myriam Lefebvre, Nicolas Fréchette, Chloé Ricard, Samuel Masse, Éric Roy, Aileen McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Ghislain Duguay, Dave Dubé, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Philippe Marcotte, Étienne Bergeron, mon doux paternel Rémi Belzile, Valérie Laventure, Kevin Moreau-Roberge, Yves Chouen, Audrey Bouchard ainsi que Nick Cooper. Oui, et on rappelle aussi que sur Patreon, même si vous n'êtes pas abonné avec un montant, il y a beaucoup de shows gratuits qu'on vous donne aussi là-dessus. Donc, il y a des voyeurs de vue. Le plus récent, on a analysé les boys. Et pour 2 $ par mois, vous avez accès en audio dès que c'est prêt. Et ces temps-ci, c'est plus prêt que d'habitude. Et aussi, pour 4 $ par mois, vous avez des shows exclusifs comme le clandestin. Mm-hmm. Et au dernier clandestin, j'ai parlé d'une participante de télé-réalité qui a avoué des choses très, 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 très crues que je ne répéterai pas à nulle part ailleurs que dans Clandestin parce que c'est clandestin. C'est exact. Mais Cette semaine, on a un Gab répond. D'ailleurs, je viens de me souvenir qu'il faut que j'envoie les questions à Gab afin qu'elle puisse y répondre. Alors, vous allez avoir ça dans votre feed Patreon si vous êtes membre première. On aimerait ça aussi saluer et remercier les nouveaux abonnés parce qu'il y a du monde qui se rajoute à chaque semaine au Patreon. Alors, on veut les souligner, leur dire bonjour. Alors, merci beaucoup à Jessica Moreau, Marianne Roberge, Simon Leclerc, Audrey Baudouin, Camille Coursol et Marie-Lou Dufour. Mais c'est pas tout. On veut aussi souligner des gens qui ont décidé de upper leur contribution à Trois-Bières, d'en rajouter davantage, ce qu'on adore. Merci beaucoup. Alors, on remercie à Anne-Sophie M et à Olivier Hamilton d'avoir augmenté leur contribution à Trois-Bières. oui, merci beaucoup une fois plus. Si je pouvais vous remercier d'une façon autre que par le contenu qu'on fait, je le ferais parce que j'en rajouterais encore plus. Pierre-Luc, dis pas ça. Tu t'ouvres une porte là, que tu vas être dans une situation bizarre où que tu vas déneiger les chars des gens. Écoute, pour Patreon, il y a pas mal d'affaires qu'on peut faire. Cependant, merci beaucoup de nous aider sur Patreon. On produit beaucoup de matériel pour vous parce que c'est le même qu'on peut vous remercier. Fait que merci beaucoup, beaucoup. On vous aime énormément. On espère que vous allez aimer cet épisode-là. Nous, on a aimé ça le faire. Et bon épisode. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez dans une bière. Le fonctionnement est bien simple. Comme à chaque semaine, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on a terminé d'en parler, vous entendez cela. Ça se passe plusieurs fois dans une bière, dont on boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Evelyne Ferron, bonjour! Yes! Allô! Yes! Allô! Evelyne Ferron, dans ce moment de confinement, retour. tu viens nous sauver et nous divertir. On va apprendre des choses à soir. Pas une sans faire si On va essayer. Alors, Evelyne, on va parler un petit peu de confinement, mais pas trop, parce que tout le monde entend parler de ça partout, où ce que leurs oreilles et leurs yeux vont. Mais toi, mettons, en tant que professeur, comment ça se passe maintenant que tu... Comment fais-tu pour propager le savoir?
Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'à l'université, les universités sont mieux adaptées à l'enseignement à distance que n'importe quel autre établissement scolaire. Ça, il faut le dire. Là. Dans les universités, maintenant, je pense aux très gros programmes, quand des fois, il y a 300, 400 personnes en droit, en psycho et tout ça qui suivent des cours. Souvent, de plus en plus, ils s'en vont vers les plateformes en ligne. Entre autres, on utilise Moodle, qui permet de télécharger de l'audio, des capsules vidéo pour que les étudiants puissent avoir accès à leurs cours. Des fois, c'est du direct, des fois pas. Fait que je dirais que pour l'université, ça a été très rapide. C'est Laval, je pense, qui a lancé le bal en disant nous, on finit la session à distance. Il faut comprendre que quand tout ça est sorti dans les universités, on était rendu à la dernier mois de la session à peu près. Là, on finit genre l'avant-dernière semaine d'avril, donc il était minuit moins une. Puis l'Université de Sherbrooke a suivi très, très rapidement. Donc, nous, on savait bien avant, je pense que les gens commencent à réaliser que ça allait durer longtemps. Les enseignants à l'université étaient déjà conscients que le retour en classe était impossible d'ici la fin avril. Donc, nous, on avait déjà reçu le mandat de transférer tout ça en ligne. Donc, présentement, qu'est-ce que je fais? Bien, j'enregistre des podcasts de mon cours d'histoire romaine. Je bonifie mes PowerPoint pour que ce soit plus facile à suivre. Et là, le collégial, bien, ça vient de commencer. C'est sûr que ça, c'est plus difficile parce que j'ai des cours de métaux. Où généralement, je vois les étudiants dans mon bureau. Fait que là, je suis en train de planifier des rendez-vous Skype. C'est sûr qu'au collégial, ils ont besoin d'un petit peu plus d'accompagnement parce que si on leur laisse juste l'autonomie de suivre leurs cours en ligne, on va l'échapper avec plusieurs. Ouais, Donc, le taux de décrochage m'inquiète un peu plus au collégial. Ça me paraît que les Oui, le taux de décrochage m'inquiète. Oui, j'imagine. Je veux même pas imaginer essayer d'enseigner à la maternelle à distance. Là, je veux dire... c'est déjà que le taux de concentration n'est pas élevé, t'imagines-tu? Mais c'est ça, collégial, ça demande un petit peu plus, je dirais, d'ajustement. Là, moi, j'ai décidé d'ouvrir un Facebook Live pour être sûr qu'ils me voient un peu parce que ce qui arrive avec l'enseignement à distance, c'est qu'il y a un manque de contact humain aussi. Puis je trouve que présentement, on a besoin de contact humain. Je pense que les étudiants ont besoin d'être rassurés. Il faut se mettre dans la peau. C'est ça qui, moi, je pense, m'a dérangé au début. Qui m'a le plus fait stresser, c'est que j'avais des finissants de cégep qui venaient de recevoir leur réponse des universités, qui étaient admis, mais généralement, tu es admis sous condition d'avoir réussi ce qu'on appelle les activités d'intégration puis les épreuves de synthèse de programme. Si vous vous rappelez de ces choses, si vous êtes passé par le collégial. Puis c'est sûr que là, quand tu apprends tout ça, tu commences à stresser en disant, je vais pouvoir rentrer à l'université quand même? Est-ce que les universités vont, si les acceptations en droit, c'était pas fait, là, est-ce qu'ils vont poursuivre l'étude des dossiers? Fait que, tu sais, il y a encore pas mal de flou par rapport à tout ça. Fait que les étudiants, je dirais, surtout collégiales, universitaires, vivent une pression qui est quand même très, très intense. On va dire ça comme ça. J'ai une Donc, question, je vous Evelyne. feel, étudiants, je vous sens. Oui? Toi, les cours que tu donnes au cégep, est-ce que c'est des cours qui sont obligatoires ou c'est des cours qui sont optionnels? En fond, est-ce que tu as des bassins de monde qui sont pognés dans ta classe parce qu'ils n'ont pas le choix ou c'est vraiment des gens qui ont le choix? Non, c'est obligatoire. Ouais, ils sont OK. là, ils n'ont pas le choix. Du moins, cette session-ci, je donne pas, au collégial, je donne pas de cours complémentaires ou à option. Fait que les étudiants qui sont dans mes cours, des fois, ils peuvent me prendre en complémentaire parce que ça leur tente, comme les cours d'histoire, mettons quelqu'un qui est en sciences nat, qui veut un cours d'histoire, un cours complémentaire, ils vont accepter qu'ils viennent dans mes cours, mais l'ensemble, c'est des étudiants de sciences humaines qui doivent obligatoirement passer par mes cours. Fait que sont pris, on est pris dans cette situation-là. Le pire, c'est que j'étais super contente. J'avais Sébastien Bovier qui venait donner une conférence dans un de mes cours, tu sais, pour parler de journalisme. Là, je suis comme, est-ce que j'ose le déranger pour lui demander qu'il fasse de quoi à l'écrit? Comment j'attends encore un peu parce qu'il est débordé, mais je suis comme, il est tellement sur la ligne de feu présentement à Radio-Canada. J'ose espérer que je vais réussir à avoir un petit quelque chose, mes étudiants de sa part. Tu sais, j'étais un peu, ça, j'avoue que j'étais déçue, là. Lui, c'est le directeur le directeur de bureau de L'Assemblée nationale, oui, ici à Québec. Oui, c'est ça. C'est lui que tu vois partout avec Patrice Roy présentement. Si tu écoutes les points de presse de François Legault, c'est tout le temps lui ou presque la semaine qui est là, qui commente ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Là, fait qu'il est vraiment, vraiment, vraiment dans le bain, là. On peut dire ça comme ça. Fait que là, je vais voir s'il va accepter quand même de prendre quelques minutes pour donner un peu quelque chose aux étudiants, ce qui est encore plus pertinent qu'il l'était avant même que je l'invite, parce que là, il vit vraiment ça les autres, ils vivent ça à la minute, là, ça devient un peu Mais je vais pareil revenir encore à tes jeunes de cégep parce que je trouve ça important. Oui. Parce que là, tu as des jeunes de 17-18 ans, en fond, qui n'ont pas choisi d'être là, qui sont pognés là. Je veux savoir, est-ce que tu as des réticents des fois qui trouvent que ça ne sert à rien puis pourquoi on ne va pas sur Wikipédia à la place, tout est là anyway? Est-ce que des fois, tu as des petits jeunes insubordonnés qui te font tête face On en a,
mais il faut que tu comprennes que moi, je suis dans un collège privé, ce qui veut dire qu'ils payent pour venir faire sciences humaines. Donc, souvent, c'est qu'ils veulent justement plus d'encadrement, pousser le côté scientifique davantage pour être mieux préparés à l'université. Fait que je te dirais que le taux d'étudiants récalcitrants est très faible. Ce qu'on va avoir au collégial, c'est plus des anxieux. Puis souvent, quand ils viennent au collégial privé puis qu'ils payent pour faire sciences humaines, c'est qu'ils ont une tendance à être un petit peu plus nerveux puis ils ont besoin de sentir que les groupes sont plus petits, qu'ils vont être connus, tu sais, puis qu'ils vont pouvoir parler aux enseignants. C'est souvent ceux-là qu'on va voir. Puis c'est ce qui m'inquiète, en fait, pas juste pour mes étudiants. Présentement, c'est comment on va gérer l'après-coup de ça, parce qu'il n'y a pas juste des étudiants qui sont anxieux de tout ce qui se passe. Ils ne sont pas anxieux juste pour leurs études, ils sont anxieux pour plein de situations. Des fois, leurs parents étaient à l'hôpital avant que ça éclate, là, ils ne peuvent pas les voir. Tu sais, je reçois plein de situations qui sont un peu terribles. Il y en a, tu sais, quand tu es au cégep, des fois, ta relation avec tes parents, qu'on le veuille ou non, c'est pas tout le monde qui a une relation qui est vraiment agréable avec ses parents. D'être confiné comme ça plus que 2 semaines, toujours à la maison avec tes parents, si c'est une relation qui est un peu conflictuelle, ça va amener des problèmes Dieu, aussi. mais même quand ça va bien, c'est cauchemardesque, là. Mon Dieu, c'est ça, tu sais, c'est des jeunes de cégep là, qui commençaient à sortir d'un bar. Moi, j'enseigne à Québec sur Grande Allée, tu sais, puis qui découvraient la liberté, puis là, wang, tu viens de les coincer, qui dataient sur Tinder, puis tu sais, je veux dire, tu viens de tuer un mode de vie ça s'est fait en quelques jours, tout ça, là. Ça a été très intense. C'est sûr que je pense à eux, mais je sens que cet été, mais surtout même les retours à l'automne et tout ça, moi, je sens qu'il va y avoir un taux de décrochage au collégial qui va être très élevé. Surtout quand on voit les emplois tomber, leur réflexion par rapport à l'avenir professionnel va changer. C'était des jeunes qui pouvaient dire à un boss, tu veux pas me donner mes vacances? Tiens, je vais aller prendre un autre job. Et là, du jour au lendemain, il n'y en a plus de job. La job sur laquelle tu as craché de commis d'épicerie, c'est celle présentement qui vaut la peine. Fait que même pour les profs en sciences humaines, on va avoir il y a tout un bassin d'informations qu'il va falloir qu'on commence à analyser puis qu'on les amène à intellectualiser ça. C'est ce qu'il faut que je fasse présentement dans mon cours d'histoire. Tu sais, j'étais supposée aller voir Frida Kahlo au Musée des Beaux-Arts. Ben, j'ai décidé de leur faire trouver des objets en lien avec l'histoire de la médecine dans différents musées dans le monde pour essayer de récupérer un petit peu ce qui est en train de se passer. Tu sais, c'est le travail qu'ils font sur les métiers, bien, je vais leur demander de réfléchir à comment la crise actuelle a eu un impact sur les métiers qui les intéressent dans le futur. Il faut qu'on essaie de jouer avec ça un petit peu aussi. Fait que, c'est vraiment une approche intéressante. La prof est aussi oui, mais la prof est aussi abasourdie que l'étudiant. Tu sais. Je veux dire, on est tout autant. Je suis pas productive. Ça va-tu bien votre productivité, vous autres, tu sais, si je vous pose la question, honnêtement? Eh boy! Comment ça va, là, depuis 2 semaines, la productivité, là? Voir si je suis seule dans mon cas! Moi, j'ai passé 2 semaines à rien faire, là, vraiment, là, comme être sous le choc ou sous, je sais pas trop quoi, là, comme une espèce de oisiveté importante. Mais là, tu vois, depuis avant-hier, là, je suis revenu. Mais tu sais, comme, mettons, créativement, écrire des jokes, ça me tente moins. Mais là, je pars un projet très bientôt là, d'entrevue. Je vais pouvoir. J'en ai enregistré 2 hier, dont un avec Yannick d'ailleurs. Puis j'en prends un dans le tour avec Thomas Levac. Ça fait de la fun. Je vais pouvoir faire de quoi là. Sinon, je commençais à tourner en rond un peu pour moi. Là. Ah oui, puis en appartement, des fois, même à Montréal. Moi, je vis en campagne. Je suis la dernière à me plaindre. Là, j'ai une grande maison, puis je suis dans le fin fond des bois. Fait que je suis moins. Je peux sortir, je vois pas personne, mais je sais qu'en appart, des fois, ça peut commencer à devenir. Je sais pas. Mais ton quotidien est moins chambardé. J'ose pas dire anxiogène. Comme tu veux dire, ton quotidien est moins chambardé, dans le sens que c'est comme. Il y a moins d'affaires qui changent, je crois, pour toi que pour moi. Genre, nous, on est habitués de sortir dehors, faire des shows. Ah oui, puis vous êtes dans des bars. Dans les bars, c'est ça. Fait que être confiné chez moi, c'est pas une habitude que j'ai du tout. Puis là, ça me drôle. Oui, mais. Pour moi, mon côté, ça se passe, ça se passe correct. Ben, j'avais continué à monter des podcasts et à faire des shows puis à les uploader, des affaires comme ça. Fait qu'il me reste comme du boulot comme ça. Là, cette roue-là continue de tourner. Sinon, le reste, ben, j'en profite pour dessiner puis écrire à cette heure que j'ai le temps. Mais là, surtout pour le dessin, là, j'essaie vraiment de m'améliorer dans des affaires qui me manquaient. Comme, tu sais, hier, là, j'étais sur Instagram puis je faisais juste dessiner des nez. Juste différentes shapes de nez. Parce que je me suis dit, comme il faut que j'apprenne à dessiner toutes ces différentes shapes-là, il faut que je le sache plus. Fait que, tu sais, j'ai comme un bout de page que, on dirait que c'est une affaire de tueur en série, là, tu sais, c'est juste différents nez, avec des yeux autour, des fois une bouche proche, des fois, c'est... Mais, me dire, je commence à y prendre la main, là, en forme de la lettre J, et... ou un L inversé. C'est tout de même. Demain ou ce soir, ça va être les oreilles.
Elle m'a dessiné des oreilles en masse. D'accord. Fait que je passe à travers justement un livre de trucs sur le dessin. Puis là, si aujourd'hui, je tourne les pages, si aujourd'hui, mettons, c'est les oreilles, ben là, je dessine des oreilles pendant 25 à 30 minutes. Fait que je fais beaucoup Quand d'affaires ça de faire même. les fameuses mains, Yannick, c'est super tough dessiner les mains. Oui, ben si tu vois, j'en ai fait des mains, puis j'ai tourné un coin sur le dessin de main, alors je suis très content. Puis sinon, moi, c'est ça, comme je travaillais de la maison, fait que ma vie était vraiment la même. La seule affaire que je m'ennuie beaucoup, c'est d'aller au gym. Mais à cette heure, quand tu penses à quel point il y a de la sueur partout au gym, puis qu'il y a plein de gens en Des proximité, microbes! j'ai l'impression que j'étais un ancien genre dude de sport extrême qui repense à ces sports extrêmes de jadis. Hey, je m'entraînais là, je m'en sacrais, il n'y avait rien. Il y avait la sueur partout. Tu sais, c'était à YMCA. Oh my God! Il y avait la sueur partout, puis tout le monde s'en sacrait. Fait que là, je m'entraîne genre dans mon entrée, qui est moins glamour. Et je te dirais aussi, j'ai une limite de poids que je peux utiliser pour mes exercices, mais c'est correct, ça se passe bien. Ben, tu pourrais bencher ta blonde. Ouais, ben, juste le soir, parce qu'elle travaille encore. Fait que faudrait que j'attende son heure de dîner pour voir si elle veut bien que je la bench. Je pense qu'il y a des gyms présentement qui louent de l'équipement que tu peux te faire livrer à la maison. Ah, c'est une bonne J'ai vu en tout idée. cas pour le spinning, il y a des gens qui se sont fait livrer des vélos de spinning chez eux pour pouvoir continuer leur entraînement. Ah, ouais, ou, ça, c'est vrai que c'est nice. ouais, T'arrêtes de perdre mes trapèzes, tabarnak! Fait que je vais faire livrer ça. Ouais, Moi, bientôt. je sais pas, je faisais du balai à la maison déjà, fait que Ouais. Ça sent bien, ça va bien. Puis toi, Gabrielle, comment ça va? La productivité et tout ça, là? Ben, tu sais, moi, Gabrielle qui est la seule avec des enfants! Ouais. c'est ça. Moi, il y a le facteur enfant là, qui vient un peu tout chambouler parce que reste que j'ai mes 2 gars de 2 et 5 ans en permanence à la maison. Et puis, on peut plus aller au parc. Donc, ça, c'est un autre truc qui est quand même dur à gérer parce qu'ils ont beaucoup d'énergie à dépenser. Fait que là, on essaye de prendre des marches. Tu sais, d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont mis des arcs-en-ciel dans leurs fenêtres parce que ça nous permet de faire le rallye des arcs-en-ciel puis d'aller prendre des marches puis de trouver des façons de les faire bouger. Mais une chance que Oli et moi, on est une bonne équipe, en fait, parce que là, on peut se passer la POC. Comme tu vois, ce matin, c'est moi qui est allée avec les gars marcher. Lui, il a travaillé de la maison. Cet après-midi, pendant que moi que j'enregistre, ben lui, il s'occupe, s'est occupé de les faire manger, des coucher pour la sieste et tout. Fait qu'on réussit un peu à se passer la POC. Mais, tu sais, si j'avais pas de contrat puis de deadline à avoir, je pense que je ferais rien. Tu sais, peut-être une fois de temps en temps quand j'ai besoin d'écrire, mais je prendrais ça vraiment relax. Oh, Evelyne, ça va ouvrir la porte à son chien. Ah, Capitaine Flynn, est-ce que je peux? Ouais, vas-y. Continue, Gabrielle! Evelyne, elle sait déjà tout. J'ai déjà tout raconté, anyway, quand on s'est parlé. D'ailleurs, l'autre fois, on a fait un FaceTime avec son chien et mon enfant, mon plus jeune, qui a beaucoup trop trippé pour la Ligue. Un FaceTime interracial, c'est vraiment comme la magie des Oui, je suis en train de raconter, Evelyne, quand on a fait notre Skype avec ton chien puis mon gars. Ah oui, c'était vraiment cute. Ton gars parlait à mon chien qui, Absolument. lui, écoutait pas. Pour Non, du tout. Quand tu revenais dehors, oublie ça. Sa capacité de rester attentif n'existe pas. Gabrielle, as-tu finalement enregistré un spécial avec Evelyne récemment? Oui, elle l'a enregistré. Il est sorti sur Patreon la semaine passée. Alors, si les gens l'ont pas encore écouté, si les gens l'ont pas encore écouté, justement, s'ils veulent avoir plus de bons... des bonnes données du racontage historique sur justement l'histoire de la plaie, puis pas la plaie, mais plus des épidémies, des affaires comme ça, vous en parlez en masse sur notre Patreon. Et si vous voulez voir la Evelyne pas impressionnée par l'épidémie de choléra, c'est dans cet épisode que ça se passe. Ouais. Celle de Montréal, c'est ça? Ben, c'est pas tant que je suis pas impressionnée, c'est juste qu'à l'époque, la densité de population aussi était tellement faible au Québec. C'est sûr que les chiffres ont frappé, mais quand tu regardes le choléra qui a frappé ailleurs dans le monde, quand tu regardes justement l'ampleur, mettons, d'une grippe espagnole ou de la peste bubonique, ça joue pas dans les mêmes catégories. Fait que c'est pour ça que j'ai comme fait le choléra, c'est pas celle-là qui, moi, m'a marqué peut-être le plus dans les... Pierre-Luc, t'avais-tu des questions pour Evelyne?
Non, pas là-dessus, vraiment, vu que c'est sur Patreon, je vais vous laisser. je vais aller l'écouter moi-même, puis je vais pouvoir avoir toutes mes réponses. Ça, C'est donne bon. pas. Puis on en parle beaucoup. Faut dire que là, les historiens font que ça de l'épidémie à un moment donné. Même moi, je suis comme, là, Evelyne, si tu si veux, on on veut peut parler changer de. les idées, on peut aller ailleurs. Si tu veux, on peut changer les idées, puis on peut parler de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. si tu veux. Notre-Dame. On va revenir dans le temps. Pas nécessaire non plus, mais tu vois, là, les gens s'en vont vers plus l'hygiène, le lavage de mains. Là, j'ai fait une entrevue avec Radio-Canada Saskatchewan sur quand est-ce qu'on a commencé vraiment à comprendre l'importance du lavage de mains, des choses comme ça. Fait que, on voit que là, les gens se remettent du choc de l'épidémie, comprennent qu'ils sont pris dedans, puis là, ils se posent des questions différentes, fait qu'ils nous amènent là, à commenter des choses un peu différentes. Fait que c'est déjà un petit peu plus le fun de faire ça, je pense. Ah ouais, moi, je serais curieuse de t'entendre nous parler des passe-temps. Tu sais, parce qu'avant, là, mettons, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas la télé et tout, c'était quoi, mettons, les gros divertissements, les gros trucs que les gens faisaient pour tuer le temps? Les jeux de société, c'est ce qu'il y a de plus ancien. Hein? On a dans les tombeaux des Sumériens qui datent de 2500, 2600, 2500, 2400 avant Jésus-Christ. On a déjà des jeux de société qui étaient dans les tombeaux. Donc, on voulait se divertir aussi dans l'au-delà. C'est un peu ça le message. Les jeux égyptiens comme le jeu de sonnet, tous les jeux de société, il y en avait plein dans les tombeaux aussi parce qu'on voulait apporter ça. Tu sais, des fois, c'est des variantes un peu de le backgammon ou les échecs ou en tout cas des jeux de table comme ça. On ne comprend pas toujours les règles encore aujourd'hui, mais il y avait un peu de ça. C'est sûr que la musique a toujours été un divertissement important. Tu sais, si on pense à la Nouvelle-France, les premiers colons qui sont arrivés ici, qui défrichaient leur terre, puis le soir, tu sais, t'as même pas d'électricité, t'as rien. Tu sais, la musique était vraiment au cœur des divertissements, surtout l'hiver, quand le fleuve gelait, puis que là, les gens pouvaient on faisait des parties pendant longtemps, en fait, après Noël en Nouvelle-France, parce que le divertissement principal, c'était de danser, c'était la musique. Je dirais que ça a été un des grands divertissements de l'histoire, toute société confondue. Oui, dans les cours européennes, ben là, tu étais coincé dans des corsets, puis tu avais un bal qui était peut-être un petit peu plus protocolaire, mais je veux dire, les paysans, n'importe qui, savaient jouer de la musique, savaient danser, savaient chanter. Fait que ça a été souvent un des grands divertissements. Les jeux de cartes, les jeux de dés. On sait qu'à Pompéi, d'ailleurs, il y avait des endroits où les gens pouvaient juste jouer au dés pour le plaisir en buvant un verre. Fait que ça fait partie un petit peu de la base des divertissements. Donc, si vous jouez plus à des jeux de société présentement que de coutume, ben, c'est un réflexe historique et normal pour vous désennuyer qui est justement pas branché sur Internet. Là. Puis ben, c'est sûr que si tu étais bon en menuiserie, si tu étais bonne en tricot, en couture, ben, les gens rattrapaient souvent quand il y avait des périodes plus calmes, ben, ils avançaient cet ouvrage-là parce que quand l'été arrivait, ben là, c'était les travaux au champ puis on n'avait pas le temps de faire ça. Fait que, souvent, les périodes plus creuses de confinement, l'hiver a souvent été une période de confinement dans l'histoire, ben, les gens aussi en profitaient pour faire les meubles de la maison, pour faire les vêtements et puis tout ce qui allait être utile aussi. D'ailleurs, avoir Instagram, dans le temps, la mode, c'était faire son propre pain. Je pense que tout le monde a son propre pain. C'est quoi cette affaire-là? Depuis quand c'est genre la shit de faire son propre pain? Genre, il n'y avait même pas de farine à mon épicerie Saint-Marc-des-Carrières. C'est la première fois que j'ai vu ça. À un moment donné, je me suis dit, ah! Il n'y a pas un sac de farine. Là. Ils ont commandé une marque que je ne connais même pas. Ils ont rempli les étalages. Là. Ben, je pense que il y a quelque chose de déstressant dans le pain. Tu sais, tant qu'à cuisiner, tu te dis, ben, aller acheter un pain à la boulangerie que quelqu'un a manipulé. C'est pas aussi dégueu qu'une salle de sport. Mais là, Pierre-Luc adore le pain. Ouais, mais moi, je l'ai déjà fait. Là. Pourquoi est-ce que, genre, moi, j'ai la chance que du monde qui le fait à ma place. Là. Pourquoi je me donner ce trouble-là si je le ferais d'ailleurs? Là? Ben, j'avoue, moi, que j'ai jamais pétri de la pâte pour dire ça. Mon chum s'est lancé dans la production de pain. Je vais pas vous mentir, là. Il en a fait 3 depuis... C'est tellement old school colon de faire son pain, je trouve. Il y a comme de quoi de vraiment, genre... Est-ce qu'il va après baratter votre beurre? J'imagine que c'est l'étape suivante. Non, mais il y a des recettes qui sont pas longues, là, que tu fais juste mélanger des trucs, tu fais ta pâte, tu mets ça au four, puis c'est bien correct. C'est bon, là, mais tu sais, s'il manque, c'est dur. Je vais pas vous mentir, là. Il y a des robots maintenant que tu peux commander en ligne qui font ton pain. On n'a plus de salaire, Evelyne. Ah, Evelyne va engager des androïdes. J'ai fait un achat en ligne, ça a été un robot culinaire. C'est la seule chose que j'ai acheté en ligne depuis le confinement parce que je fais des dumplings et des choses comme ça. Puis mon robot était vraiment une antiquité. Il y avait plus de 20 ans. Fait que je dis, bon, là, si je peux cuisiner autant, j'ai besoin d'un outil. Fait que la seule chose que j'ai commandée, c'est un robot culinaire fonctionnel.
Evelyne, tantôt, tu as parlé de Nouvelle-France et d'hiver et de divertissement. Oui. Moi, une de mes histoires préférées du vieux Ville-Marie, c'est l'histoire de le chemin de fer sur le fleuve. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Puis, L'hiver. Hein? L'hiver. Oui. Oui, oui, oui. OK, c'est vrai. C'est mon histoire préférée de Montréal, je pense, de l'histoire d'histoire. Je trouve ça weird que ça soit arrivé, que ça arrive pour de vrai. Est-ce que tu peux me donner des détails là-dessus sur cette histoire-là? Mais là, j'ai pas Peux-tu les raconter dates. c'est quoi? J'ai aucune idée c'est quoi cette histoire-là. Oui, j'envoie la POC à Evelyne, puis tu peux être approximative. T'en sais plus que moi, anyway, genre. Pas tant que ça, en fait, parce que là, si on pense à la même chose, c'est dans le fond, au 19e siècle, quand le fleuve gelait vraiment dur, on avait l'idée de pouvoir relier les deux rives, en fait, du fleuve avec faire traverser le train littéralement sur le fleuve, là, c'est de ça que tu parles? Ouais, je parle de ça. Quel plan? Il y a rien. L'idée de base est fucking stupide, là. Je sais pas quoi ça s'est rendu jusque-là. Cette phrase-là Mais tu vois, je me rappelle de mon souvenir, c'est qu'on se disait, le fleuve est tellement gelé, parce que l'hiver, c'est ce qui se passait, dans le fond. Les navires qui arrivaient d'Europe ne pouvaient pas amener les denrées, mais par contre, c'était plus facile de communiquer entre les rives ou entre les îles et tout ça, parce que le fleuve était gelé. Puis, il y avait eu cette idée, quand on avait commencé à développer les grands réseaux de chemin de fer, de pouvoir lier les deux rives, en fait, de Montréal par le fleuve, en faisant littéralement passer le train sur le fleuve Saint-Laurent. Est-ce qu'ils l'ont testé? Tu vois, ça, je le sais pas. En fait, moi, j'ai je me vu des rappelle photos juste d'avoir d'archives, lu par sur contre, le projet ferroviaire. Ouais. Ça, j'ai vu des photos d'archives qu'on peut les voir déjà comme avec des traces de chemin de fer. Mais, des rails, mais je sais pas ça s'est rendu jusqu'à où, puis à quel moment est-ce que ça l'a failé, parce que c'est pas arrivé, là. Fait que, Non, c'est ça. Moi, j'ai juste vu les plans, parce que tu peux voir les plans qui avaient été conçus pour tout ça, mais tu vois, j'ai jamais suivi là, jusqu'où ils se sont rendus. Mais c'est qu'on avait cette idée un peu fofolle de se dire, l'hiver, le fleuve est tellement gelé, on pourrait faire passer une locomotive, réalisant pas qu'une locomotive, en termes de poids, c'est pas du tout comme un carrosse à cheval, là, tu sais, je veux dire, avec des patins, là, on n'est pas du tout dans la même, surtout qu'à chaque la même printemps, réalité. à chaque printemps, il faut tout que tu refasses, comme le fleuve emporte toutes les rails, puis là, whoop, on repart à zéro. Comme, quelle mauvaise idée, là! Mais le monde est Oui, juste mais t'es au 19e siècle, à une époque où c'est le début du progrès de la technologie, les gens pensent pas tant à l'échec qu'à essayer des choses. Mais tu sais, le monde était juste plus wild dans ce temps-là, parce que je me rappelle juste dans de voir ça dans les filles de Caleb, tu sais, juste de mettre des chandelles dans les sapins pour Noël. Avec des flammes ouvertes. Qu'est-ce que tu fais? C'est la recette pour un Noël tragédique, faire ça. C'est comme juste mettre le feu dans un arbre dans ta maison. Ils mettaient de l'eau sur les branches de sapin pour te rassurer, pour que ce soit moins inflammable. Là. Mais c'est sûr que tu allumais ça et tu restais chez toi. Si tu es chez toi avec une chandelle allumée, c'est correct. Les gens ne laissaient pas le sapin allumé pour aller faire le party. Dans un cas comme ça, ils n'allumaient pas les chandelles. Un sapin, ça prend un feu d'une vitesse incroyable. Là, genre, il n'y a même pas un temps de réaction logique là, à cette histoire-là. Surtout si t'as pas, mettons, un aqueduc ou un robinet pour amener de l'eau. Faut tailler au puits. Ouais, t'es au puits pour essayer de sauver ton sapin. Les Mythbusters ont fait un épisode là-dessus, à quelle vitesse ça prend en feu un sapin de Noël. C'est fou, là. Alors, depuis ce temps-là, genre, j'ai jamais de sapin naturel chez nous parce que ça me fait capoter. Mais vivre à cette époque-là, c'était constamment être dans Jackass. C'était un après l'autre. C'était boire de l'eau, tu sais pas la provenance. Tu sais, Salut, mon nom c'est Samuel de Champlain et ceci est traversé l'Atlantique. Puis là, c'est ça. Puis là, tu prends un scorbut à mi-chemin, peut-être. Peut-être. Ouais. Steve O, mais Steve de la Ouellette qui boit son propre vomi encore. Puis, Steve de la Ouellette. Mais moi, j'ai écouté un épisode, je suis vraiment une grande fan de Franck Ferrand, qui est mon historien. Sans blague! Evelyne, elle se moque de moi parce que j'aime mon Franck Ferrand. Mais il a fait un épisode sur une colonie, puis je voulais savoir si, Evelyne, tu pouvais nous en parler. Alors là, c'est sûr que je vais super mal le prononcer, là. Roanoke? Roanoke. Ah oui, ça! Oui. Tu connais ça, Yannick? Roanoke, oui. Je connais les circonstances particulières de Roanoke, mais pas toute l'histoire. Tout le monde a gelé. Hein? Ben, nous autres, moi, je suis encore là, fait que, on va revenir, là, Gabriel. T'entends-tu le monde ou... Oh, il y a juste les dames qui ont joué qui ont gelé de notre côté. Non, tout est moi, ça va.
Gabriel Nous est autres, venu ça ensemble, va. les amis. Je pense que Gabriel va nous revenir. C'est drôle, ça, c'est une affaire qui n'arriverait pas en vrai. Ça serait vraiment bizarre. On a 3 brasseurs, puis nous deux, on fait juste geler pendant l'instant. Puis après, tout le monde continue à parler. Là. Ça va correct. Au pire, je le tasserai au montage. Je vais tasser ça au montage. Moi, je Ça vois va tout être le fait. monde. Là. J'ai essayé Ouais, de voir, là, mais Mais on dirait que Gabrielle ça est prise fonctionne. vraiment dans un. est La confuse. conspiration en vortex. ce moment. Gabriel est comme ça, puis elle va faire des plans comme comment est-ce que. On l'entend pas non plus. Non, c'est Non, ça. en effet. Elle veut savoir ce qui se passe avec. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé au colon de Roanoke. Ouais. Elle trouve ça curieux. Ça fait partie des mystères, en fait. Roanoke, on parle là, de l'île proche de la Virginie. Là. Gabrielle, je ne t'entends pas, mais si elle acquiesce, je la vois pas non plus vu qu'elle parle pas. Elle écoutera l'épisode pour avoir ses réponses. Là. Ouais, je vais voir ça nous a écrit en même temps sur le book. Je m'occupe de s'occuper de ça. Je m'occupe de voir. Ben, Roanoke, c'est sûr qu'on est vraiment dans le contexte où les Britanniques commencent à s'établir en Amérique du Nord, là, dans le fond, ce qui va devenir graduellement les 13 colonies. On est du côté de la Virginie, donc on est sensiblement dans les mêmes dates que Jamestown. Donc, ça peut sonner une cloche chez les gens. Jamestown, c'est Pocahontas, c'est John Smith, c'est le premier établissement britannique vraiment du côté de l'Amérique du Nord qui c'est pas super bien passé non plus parce que les colons étaient en train de mourir de faim puis ils ont même été réduits au cannibalisme. On a d'ailleurs un squelette d'une jeune fille appelée Jane qui démontre que les gens ont fini par la manger parce qu'ils ne savaient pas comment se nourrir avec les hivers ici en Amérique. Donc, Roanoke, c'est un peu le même principe. Si ma mémoire est bonne, on est au début du 17e siècle, il me semble. Puis là, vraiment, il me semble que c'est Sir Walter Raleigh, si ma mémoire est bonne, qui était supposé être celui qui allait créer cette colonie-là. Puis c'est une autre colonie en Virginie où les colons ne savaient pas comment vivre, en fait, avec le milieu naturel de l'Amérique du Nord, qui a une colonie qui a échoué, comme la colonie, dans le fond, du site Cartier-Roberval, juste un peu avant, a échoué aussi du côté de Cap-Rouge parce qu'il y avait un problème d'adaptation au milieu. Il y avait un manque de financement de la France et il y avait des attaques amérindiennes. Donc, Roanoke, c'est un petit peu le même principe. Ils vont essayer de s'établir sur une île qui est vierge, où on va essayer de partir il y avait un projet vraiment de vivre en symbiose, puis de faire comme une nouvelle société quelque part aussi, qui ressemblait peut-être pas nécessairement à tous les dictats de la société britannique. Et le mystère est un peu là. C'est en fait un mystère historique, si ma mémoire est bonne, parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi les colons ont déserté le site. Donc, c'est un site archéologique, mais ce qu'on sait, c'est que le plan de colonisation ne fonctionne pas. Les gens seraient même retournés en Angleterre, mais on s'est toujours posé la question sur qu'est-ce qui s'est exactement passé qui a expliqué que tout d'un coup, on décide d'arrêter ce projet de colonisation-là puis qu'on parte quand même assez soudainement, assez rapidement du côté de l'Angleterre. Donc, on n'a pas... Ça fait partie des mystères historiques que justement, une émission comme Franck Ferrand va sûrement reprendre ou des émissions où on se dit « mystère, on n'a pas la réponse, fait qu'on peut extrapoler et faire beaucoup de théories. C'est juste une piste, genre. C'est possible que vu que le monde, ça me mangeait entre eux autres, que fait que moi, cette idée-là de colonie n'est pas vraiment top. Je suis revenue! Ouais. Peut-être que le cannibalisme a fait en sorte que les gens ont décidé juste de comme hey, peut-être qu'on était bien où on était avant à pas se manger entre nous autres puis de juste comme haïr l'autre religion. Ben, le cannibalisme, c'est en Virginie, mais c'est à Jamestown, qui est pas très loin, qui est vraiment la colonie là, si vous avez vu le Pocahontas de Walt Disney, qui est complètement mensonger par rapport à la réalité, là. C'est cette colonie-là. Là. Donc, on est dans les mêmes dates, en fait, dans les premières tentatives d'établissement de colonies en Amérique du Nord, dans des contextes où les colons, tantôt, Yannick, il disait, il faisait référence avec Jackass, on y va, peu importe, mais je disais, il fallait être un peu cinglé quand même pour arriver comme ça en Virginie, en n'ayant aucune connaissance sur le milieu, sur les habitants, ayant aucune expérience des hivers rigoureux. Puis bon, la Virginie, c'est pas non plus le Québec, là. Ça prenait quand même, je dirais, un côté un peu, pas juste aventurier, mais un côté je m'en fous de ce qui m'arrive. Je vais peut-être mourir en chemin, puis c'est pas grave. C'est fou quand on y pense que ces gens-là faisaient leur propre pain et leur propre viande. C'est vraiment, vraiment comme autosuffisant au bout. Mais pour l'époque... Il y en a qui est vraiment impressionné par quiconque fait sa bouffe. Ouais. Si quelqu'un met au monde la propre viande qu'il va manger, je trouve ça vraiment comme oh shit, c'est vraiment dédié à son petit sandwich. Mais c'est fou parce que dans le temps, j'imagine. Ouais, mais t'es dans un mode de survie. T'aurais peut-être été prêt à faire ton pain si t'avais été dans un mode de survie. Mais dans le temps, là, les premiers colons qui traversaient l'Atlantique pour venir ici, c'est vraiment comme nous aller sur Mars. J'imagine que c'est comme pas loin de ça
au niveau de comme abandonner ta famille et plus jamais revenir? Est-ce que tu vas mourir? Ben, tu savais même pas si tu allais survivre au voyage. Aujourd'hui, là, on va voir ça changer aussi, mais tu sais, on prend l'avion, nos chances de survie sont quand même assez élevées. Puis, tu sais, en 8 heures, on est rendu dans une autre partie du monde. Mais je veux dire, les traversées de l'Atlantique, c'était 2 à 3 mois minimum. Ça joue 60-90 jours si les conditions météo le permettaient. Des fois, ça fait dépasser 90 jours. Fait que, si tu n'avais pas prévu assez de bouffe, puis de toute façon, après 60 jours sur un bateau où l'humidité est constante, ta nourriture, à la fin, est dégueulasse. Ton eau potable n'est plus vraiment potable. Marguerite Bourgeois, là, dans ses écrits, elle disait l'eau goûtait, dans le fond, la mort. Là, ça te donne un indice. Tu n'as pas de réfrigérateur sur ces bateaux-là. Tu n'as rien. Il y a des rats, par exemple, parce qu'il y en a tout le temps. Puis je veux dire, eux autres, ils vont faire pipi sur les biscuits, qui est d'habitude l'aliment final quand tu peux pas rien manger. S'il y a une tempête en mer, ils peuvent pas cuisiner chaud, ils vont manger froid. Je veux dire, on parle de pandémie. Là, là, tu parlais du gym, puis tu trouves ça dégueulasse, mais sur un bateau, là, quand tu es coincé, puis tu peux pas en sortir pendant 60 jours, là, un virus, peu importe laquelle nature, tout le monde l'a, puis je veux dire, le taux de survie n'est pas très élevé. Là. Ne serait-ce qu'une gastro, c'est une catastrophe là, sur des bateaux comme ça. Là, tout le monde vomit dans la même chaudière, tout le monde couche au même endroit. C'est des conditions. Juste ça, c'est l'aventure est en soi. En fait, quand tu arrivais enfin dans les contrées étrangères, tu avais de l'air, puis tu n'étais plus collés les uns sur les autres, tu peux pas laver tes vêtements pendant 60-90 jours. Tu peux pas prendre ta douche. Sur ces bateaux-là, avec genre un équipage qui travaille vraiment fort. Là. Genre, t'as des flibustiers qui se donnent en maudit, puis eux, ils se lavent pas non plus. Là. Non, personne ne se lave. Je veux dire, il y a un peu d'eau pour faire, je veux dire, ce que j'appelle des ablutions, laver un peu les mains, le visage, etc. Mais je veux dire, le monde ne lavait pas leurs vêtements, ne lavait pas leurs cheveux, ne se lavait pas l'essentiel du corps parce que l'eau potable, tu la gardais pour boire parce qu'il fallait s'assurer aussi d'en avoir si le voyage venait qu'à s'éterniser aussi. Quand tu es en plein milieu de l'Atlantique, tu ne peux pas t'arrêter nulle part. Il n'y a pas de ravitaillement quand tu faisais cette traversée-là. Fait que l'aventure, elle est beaucoup plus sur la traversée en mer qu'une fois rendu ici, au moins. Tu es en pleine nature, tu peux partir un feu, je veux dire, il y a de l'eau partout. Si tu es moindrement habile pour chasser, tu vas être capable au moins de tuer un lièvre ou quelque chose pour manger. En fait, l'arrivée était moins brutale que la traversée. C'est vraiment la traversée qui, de mon point de vue, était ce que j'aurais pas aimé essayer là. Parce que là, s'il y a une tempête que le bateau coule, en plus, tu t'es jamais rendu. C'est un peu surtout quand tu sais que... Il y en a qui l'ont fait plusieurs fois. Il y en a là, qui faisaient quasiment des allers-retours et tout. Champlain, Maisonneuve, ils l'ont fait plus qu'une fois. Oui. Ils partaient longtemps. Puis, ils se tapaient ces conditions-là. Fait que, nous, on y pense pas. On se dit, il a pris le bateau. C'est pas comme aujourd'hui, je m'en vais faire la croisière vers Tadoussac. Je veux dire... où tu as des réfrigérateurs, des machines distributrices pour te prendre un Sprite si jamais tu as soif. Je veux dire, aujourd'hui, le bateau est vraiment pas ce que c'était à l'époque. Puis, s'il y a des tempêtes puis qu'il pleut, tout sur le bateau est mouillé. Là. Mm-hmm. Tout sur le bateau est mouillé. Fait que, tes vêtements qui sont, en plus, quand tu n'es pas très riche, souvent en laine, là, en laine humide pendant 60-90 jours, les gens avaient des boutons, il y avait de l'irritation. C'est comme tout le monde doit être beau à TV puis au cinéma, mais quand tu regardes n'importe quelle affaire d'époque, c'est sûr que même quand ils font les plus grands efforts pour enlaidir les gens, ils seraient les gens les plus séduisants de la vraie époque pour de vrai. Mais en plus... Probablement, puis la télé ne rend pas l'odeur. Je veux dire, il faut vraiment imaginer les odeurs, de la laine humide. Après une tempête, ça va rester humide longtemps parce que malgré les vents, ça ne séchera pas. Je veux dire, le fait que oui, les gens faisaient leurs besoins, ces bateaux, jetais ça par-dessus bord, mais je veux dire, s'il y a une gastro, as-tu une idée de l'odeur dans l'entrepont où est-ce que le monde dormait, je veux dire, sur les couchettes puis tout ça? C'est pas nécessairement, on n'est pas capable de transposer ça à l'écran, c'est un peu ça le problème. Je veux dire, le biscuit... Non, mais les gens ont l'air de se dire, l'aventure, c'est ça, l'aventure était une fois rendue. Non! Le pire de l'aventure était de se rendre. C'est la traversée qui était le pire. C'est pas une fois rendu ici.
où justement, tu es au grand air, il y a quand même moyen de te nourrir, il y a quand même moyen de survivre. Mais tu sais, sur les bateaux, oublie ça, là. Puis, tu sais, le fameux biscuit de marin, là, ça, c'était ce qu'on... Puis, tu sais, il y a des animaux sur le bateau parce qu'il faut que les gens aient du lait, il faut qu'il y ait de la viande. Fait que, tu sais, il y a quand même une ménagerie d'animaux dans la cale, là. Il y a des cochons, il y a des poules. Tu sais, t'as ça aussi sur le bateau, là, qui partagent comme une proximité avec les gens. Tu sais, ça aussi, ça rajoute aux odeurs. Ça veut dire qu'il y a du purin de porc à bord du bateau qu'il faut nettoyer à tous les jours parce que les animaux, ils font leurs besoins aussi, là, tu sais, Mais c'est quoi sur le les bateau. biscuits de marin que tu parles? Ben, le biscuit de marin, ça, c'est le dernier recours. Fait que, tu sais, les gens avaient quand même généralement des assez bons repas à bord des traversées, mais il y avait ce qu'on appelle le dernier recours, qui est le biscuit. Biscuit, ça veut dire cuit 2 fois. Bi-cuit. BIS, comme quand on le met dans une chanson, on répète, ben c'est de là que vient le mot biscuit. C'est bi-cuit, c'est cuit 2 fois. La pâte, donc, elle devient très sèche, elle devient quand même assez rigide. C'est ce qui explique que sans agent de conservation, on pouvait conserver ça longtemps et en dernier recours, on pouvait les manger. Le problème, c'est quand ça venait super humide sur le bateau, même si la traversée durait plus longtemps, puis que les gens disaient, on va se rabattre malheureusement sur les biscuits, ben ces biscuits étaient rendus, il faut penser, je sais pas moi, j'ai des biscuits Ritz en tête, là, mais où les petits carrés, là, il faut imaginer que ces biscuits étaient rendus mous, des biscuits soda mous, détrempés, puis souvent les rats allaient faire pipi là-dessus. Puis tu sais, quand tu n'as plus rien à manger, ben, tu vas manger ça, là. Ouais. C'est ça. Avec le gros biscuit de gars de marin, t'as un peu le... Ouais. Tu sais, Le biscuit de marin est devenu un peu le symbole du dernier recours, là. C'est pas comme faire genre Montréal, je sais pas quoi, là, genre la grande route, puis arriver comme enfin, je vais pouvoir manger la vraie bouffe en arrivant là. Parce que il faut qu'ils fassent leur propre maison, puis leur propre feu, puis genre, t'as pas encore arrivé comme faut, là. Non, t'es pas dans le confort du tout, mais tu sais, je veux dire, reste que tu as de l'air. Quand tu t'as vécu 60 jours, peut-être 90 si la température a été contre toi, si les vents étaient contraires, etc., juste de sortir au grand air, ça te dérange pas de dormir dehors, là. Tu as dormi pendant presque 3 mois collé dans un entrepont avec plein de gens que tu connaissais pas, qui étaient malades, qui ronflent, qui font n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, c'est honnêtement le paradis en comparaison, tu sais, parce que l'entrepont, tu sais, avais les gens qui avaient réservé en premier, eux autres avaient le droit aux couchettes au sol. Sinon, tu peux te retrouver dans des hamacs ou dans des petits coins. Puis là, les gens sont comme, j'aurais pris le hamac. Non, 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 non. Tu sais, je veux dire, ces traversées-là, les bateaux sont pas stables. As-tu une idée en tempête, comment tu tangues dans un hamac? Tu sais, je veux dire, Juste non. pouvoir dormir dans une structure qui ne bouge pas devait être incroyable. Voilà! Puis, tu sais, d'être à l'air frais, où est-ce que tu sens pas toutes ces odeurs-là de laine mouillée, de détritus, d'éjection animale. Tu sais, je veux dire, ils s'en foutaient là, d'avoir à construire la maison. Tout ce qu'il y avait à construire, il était au grand air les premiers jours, là, parce que les traversées ne se faisaient pas l'hiver. Fait que c'est ça qui arrivait aussi dans les meilleurs temps de l'année. Puis même là, le moustique qui te pique, tu te dis que c'est moins pire que tout ce que tu as vécu sur le bateau, là. Essentiellement. T'es vraiment en train de relativiser tout le confinement en ce moment. Ouais. On a dit, Chris, on est bien, là. Ça va bien. Tout va bien. Vas-y! Tu sais, côté... On peut-tu faire un peu de sociologie? Oui. Allons-y. Okay. Je suis pas sociologue, mais quand même. Là, en sciences humaines, c'est sûr que quand tu observes tout ça, il y a tellement de choses intéressantes à voir dans ce confinement-là, dans les quarantaines. Tu sais, c'est ce qu'on appelle de l'isolement de luxe. Je veux dire, les épiceries sont ouvertes, vous avez quand même juste à commander par téléphone, puis votre bouffe arrive. C'est quand même assez exceptionnel de vivre dans les conditions dans lesquelles on vit pour des quarantaines, parce qu'on a toutes les commodités de la vie moderne. Puis ce qu'on est en train de faire là, côté socialisation, ben, c'est du jamais vu dans une période d'isolement. On est en contact avec le monde entier. On sait ce qui se passe en France, on sait ce qui se passe un peu partout. On voit les chiffres arriver en direct. Ça, par contre, c'est peut-être pas le... Je ne sais pas à quel point ça va être sain. Avant, les gens n'avaient aucune idée des chiffres, des statistiques. Même les gouvernements n'avaient pas idée de combien de gens mouraient tellement, tu sais, je pense aux pestes et tout ça. Nous, c'est peut-être ce qui ajoute, je dirais, peut-être à la détresse psychologique chez les gens aussi, c'est de voir toujours les chiffres monter, pas juste ici, mais en Italie et ailleurs. C'est sûr qu'on a ça en direct constamment, c'est assez impressionnant. Mais, tu sais, combien de gens étaient en situation de presque burn-out avant que ça arrive? Je suis sûre que le nombre était très élevé. Moi, j'arrivais à ma semaine de relâche au collégial quand ça a commencé, puis j'avais hâte d'arriver à ma semaine de relâche parce que, je sais pas, tu sais, des fois, notre mode de vie peut être un peu lourd. Fait que, tu sais, d'entendre un premier ministre dire « on met une province sur pause », cette citation-là, elle est tellement historique en soi, plus que « a glass of wine may help », même si je considère que c'est la citation de 2020. Mais de dire on met un arrêt sur une société qui n'a pas appris à faire ça.
sur une société qui, depuis quelques années, là, par cette technologie et tout ça, est toujours en train d'en demander plus, puis il n'y a jamais de pause, justement, pour la tête. D'entendre un médecin qui va dire, tu sais, c'est sûr que les entreprises vont devoir changer peut-être leur façon de faire après la crise, d'annoncer que notre monde sera peut-être plus tout à fait pareil, de parler même de conciliation travail-famille, d'entendre ça dans une conférence de presse, c'est du jamais vu, là, je veux dire, c'est intéressant. C'est intéressant quand même de voir que cette pause-là, peut-être qu'elle va faire du bien à beaucoup de gens, peut-être pas à d'autres. C'est sûr qu'il va y avoir de la détresse psychologique chez les gens, justement, qui sont pris avec des familles où ça va pas ou qui vivent mal la solitude. Mais il y a quelque chose de fascinant à observer ce qui se passe présentement parce que c'est pas juste une région du monde. C'est quasiment la moitié de la planète qui vit ça en même temps. Tu sais, je veux dire, il y a un humoriste français ce matin qui a fait une vidéo, mais tellement drôle, où il disait qu'il était rendu à faire de l'archéologie de fond de placard, puis des choses comme ça. Puis je veux dire, je riais, mais je veux dire, il est en France, je suis ici, puis je veux dire, je comprends exactement ce qu'il vit. Un Italien ferait la même chose, ce serait traduit, puis on comprendrait exactement ce qu'il vit. Fait que comme dans le phénomène de la mondialisation, cette connexion-là, la mondialisation a ses défauts, on le voit avec une pandémie, mais on voit aussi le côté intéressant où on se reconnaît chez l'autre, même s'il habite à des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres. On vit sensiblement le même genre de détresse ou de situation. Mais tu sais, c'est une pause sociale qui est intéressante parce que c'est clair que quand on va commencer lentement, mais sûrement à reprendre une vie normale, on vit l'histoire en direct, on sait que la société qui va émerger de ça ne sera pas exactement celle qu'on a connue il y a quelques semaines. C'est fabuleux, je veux dire, d'un point de vue d'études, c'est remarquable de pouvoir voir ça en direct, comment on va changer notre mode de vie après cette crise-là. Moi, j'avoue qu'il y a un côté intéressant à ça. Là. Est-ce que la poignée de main ou la bise va toffer, tu sais, genre juste ça? Ou, en France, je pense pas, là. Et ça, c'est une tradition qui est vraiment bien implantée en France. Moi, je pense que ça vient de tuer cette tradition-là. Ben comme il faut. Je crois. Mais c'est comme tu disais aussi, là, tu sais, qu'on n'est pas habitué de prendre de pause ni rien, mais c'est super dur d'apprendre à rien faire, je trouve. Puis d'apprendre à, tu sais, comme nous maintenant, là, mais c'est sûr qu'on a le facteur enfant qui n'est pas pareil, mais on n'est plus pressé. Tu sais, mettons, le matin, là, j'ai plus besoin de rusher personne pour les habiller. Le soir, j'ai plus besoin de faire « OK, go, faut sortir du bain, il faut aller se coucher. » Si mes gars veulent prendre un bain d'une demi-heure, 45 minutes, sont tous ratatinés, l'eau est rendue frette, mais je suis comme « Allez-y, c'est pas grave, on n'a rien à faire de toute façon. On n'a plus d'horaire, on n'a plus rien. » Tu sais, je peux prendre le temps de jouer avec eux parce que j'ai plus besoin de me dépêcher pour aller laver tel truc ou pour ramasser tel... Tu sais, il n'y a plus de rush. C'est vrai qu'il y a ce côté-là qui est le fun aussi de pouvoir prendre le temps de... Tu sais, on n'est plus... de pas d'être! C'est tough, mais un coup qu'on s'habitue, tu sais, ça prend combien de temps à s'habituer à une nouvelle situation? J'ai lu ça tantôt. C'est quoi? C'est 14 jours, le temps d'adaptation? 21 jours? Je sais plus. Ouais, proche d'un mois si tu veux vraiment que ça fonctionne, oui. Mais si tu le fais à tous les jours, hein? Ouais. Mais tu sais, en même temps, c'est ça, les gens souvent disaient « Ah, j'aurais pas aimé ça vivre au Moyen-Âge, les gens travaillaient tellement dur dans les champs et tout ça. » Et c'est là que vous êtes en train de réaliser que non, ils ne vivaient pas le même stress que nous, on vit constamment parce qu'ils vivaient sur le genre d'horaire que tu viens d'écrire. Ils allaient travailler au champ, mais tu sais, ils ne fonctionnaient pas avec un punch, ils ne fonctionnaient pas avec un horaire où tout est chronométré. Je veux dire, la vitesse de travailler un champ, il y a bien une limite à ce que l'être humain est capable de faire. L'important, c'est de le faire à tous les jours. Puis oui, les horaires, l'été, étaient peut-être plus longs, mais reste que le matin, ils prenaient leur temps aussi, ou le soir, après, ben justement, ça jouait du violon, puis ça buvait un verre. Puis je veux dire, les gens n'étaient pas stressés parce qu'il n'y avait pas à faire de trafic. Moi, dans ma vie à moi, le gros changement, c'est de pas prendre ma voiture. Moi qui est toujours sur la route, tu sais, je veux dire, c'est un énorme changement. Demain, je vais au cégep, j'ai 20 minutes top chrono, c'est très précis, pour aller chercher les affaires dans mon bureau puis vider ça parce qu'on ne sait pas quand est-ce que je vais retourner. Là. Fait qu'à finir ma session, mais c'est la première fois que je vais quitter Deschambault depuis 2 semaines, là, tu sais, que je vais aller à Québec. C'est comme vraiment spécial, mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que tu gagnes du temps dans ta journée, même si je travaille sur mes cours. Il y a quand même le fait que le matin, j'ai pu à me dire « Ah, shit, je me suis couchée tard ou si j'ai pas bien dormi, je vais même pouvoir faire une sieste dans l'après-midi, ce ne sera pas vraiment plus grave que ça. » Non, mais c'est fabuleux d'avoir ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas tout le monde, parce qu'il y en a qui sont malheureusement confinés dans des situations où la vie familiale n'est pas facile, mais il y a une partie des gens, par contre, qui, je pense, on va avoir de la misère à reprendre le rythme qu'on avait avant.
Je suis pas mal certaine. Moi, je suis moins productive. Le soir, avant, je travaillais de soir, mais là, je veux dire, à chaque chiffre qui sort, à chaque conférence de presse, en plus du travail que je fais, on dirait que le soir, je suis juste vidée. Là, tu sais, je veux dire, j'ai pas d'intérêt à travailler. Fait que on vit l'histoire en direct, ça faut que je le dise. Même si on a une idée de ce qui pourrait arriver après, il y a personne qui est capable de le dire avec certitude. Tu sais. Mais c'est sûr que la société, le monde dans lequel on vit, là, c'est pas juste le Québec, peut pas revenir à ce qu'il était auparavant parce que cette menace-là va toujours planer. Juste qu'est-ce qui se passe avec l'économie, comment on va sortir de là. Tu sais, il y a tellement de points d'interrogation. Là, tu sais, J'ai justement, c'est tu ça. parles de vivre, tu parles de vivre l'histoire. J'ai vu justement un tweet d'une fille qui dit « Je suis tannée de vivre des moments historiques. » Tu sais, genre, ça fait, là. Ça fait, là. Il me semble que depuis une couple d'années, ça n'arrête pas, les moments historiques. On a eu le 11 septembre pour les plus vieux. Tu sais, ça fait, là. Ah, mais là, on n'est pas dans la même veine que le 11 septembre. Le 11 septembre avait créé des peurs, mais là, on n'est pas dans le même genre de peur parce que là, c'est une peur qui est individuelle aussi. C'est la peur que nous, on l'attrape ou qu'on soit responsable de la mort de d'autres personnes parce qu'on n'a peut-être pas. Je veux dire, vous êtes à Montréal, moi, à Deschambault, on s'entend que aller à l'épicerie, je me sens pas encore trop menacée, mais c'est sûr que, ils désinfectent. Il y a une madame qui nous désinfecte les mains à l'entrée du métro. Elle désinfecte notre panier d'épicerie devant nous. C'était quand même assez spécial. Mais c'est sûr, quand on voit Montréal, la vie, justement, des grandes mégalopoles ou des grandes villes avec la densité de population, c'est sûr que vous autres, je ne sais pas comment vous le vivez, mais Gabrielle, j'ai vu que il y avait des cas maintenant jusque dans Villeray. Ouais. Est-ce que ça vous ajoute un stress? Je me posais la question parce que j'avoue que là, ici, moi, je suis quand même relativement bien. La menace n'est pas encore très présente. Ouais, d'ailleurs, justement, la J'avoue presse que- a sorti son nombre d'infectés par arrondissement. Ouais. L'as-tu Oh, vu, par Gabriel, ce chiffre-là? Ouais. Oui, ben Villeray, il y en a beaucoup quand même. Ouais, il va être dans le top 3, me semble, Ouais, évidemment. on est assez élevé, Villeray, ouais. Ouais. Mais ça change effectivement la façon dont... Il y a comme une distanciation naturelle qui se fait. Tu sais, mettons, moi, je sors à tous les jours avec mes enfants pour aller marcher, pour aller brûler du gaz et tout. Mais mettons, sur les trottoirs, ben les gens font le U, là, tu sais, on se tasse, on laisse passer, on essaye le plus possible. Puis ceux qui le font pas, parce qu'il y en a qui continuent à marcher normalement, qui croisent normalement, mais il y a des regards, il y a des, voyons, tu sais, tasse-toi du chemin. Tu sais, moi, je tasse mes enfants quand on croise des gens qui se tassent pas. Oh, maman, pourquoi? Bien, parce que c'est ça la nouvelle méthode de marcher. Mais il y a quand même s'il y a cette distanciation, je trouve qu'il y a quand même je vais pas dire une gentillesse, mais une pas complicité non plus, je pense pas que c'est le bon mot, mais tu sais, Solidarité, j'ai mettons? jamais autant Un salué de civisme! Ah oui, peut-être civisme, c'est un Mm. bon mot, ça. Mais tu sais, j'ai jamais autant salué de gens qu'en prenant mes marches maintenant. Parce qu'on le sait qu'on vit tous la même chose, on le sait qu'on est tous dans le même beat, surtout quand on croise d'autres parents. Ben, tu sais, on est comme, on lâche pas, on est capable. Tu sais, j'ai jasé avec une maman sur un balcon l'autre fois parce qu'elle était juste dehors avec son bébé dans le coquille, puis j'étais comme, hey, c'est pas facile. Puis, tu sais, on a comme juste des petits échanges comme ça. C'est ça, il y a comme une nouvelle civilité, je trouve, qui est présente. Puis ça fait du bien aussi, là, juste d'avoir un petit « OK, ouais, c'est vrai, on fait pas ça juste pour nous. » Non. Non, puis tu sais, quand tu y penses, c'est quelque chose de, tu sais, je ris encore de je suis tannée de vivre l'histoire, là, ça me fait rire. Mais, mais tu sais, c'est même pas juste le côté de la civilité, mais il y a, là, je suis en train de perdre mon idée, c'est plate. Mais il y a toute la question aussi, tu sais, oui, on est tous dans le même bateau, puis on le reconnaît, mais là, j'ai perdu mon idée. Ça m'énerve, j'avais quelque chose d'intéressant qui m'est venu en tête quand tu parlais, puis là, je sais pas pourquoi. Ouais, ma concentration est pas optimale. Moi, ce que je me demande, par exemple, c'est, Evelyne, c'est justement pour une historienne de savoir que tu es dans un moment historique en ce moment. Comment c'est? Est-ce que tu as comme un gros carnet de notes, t'es comme là, je note tout, là, je vais offrir le mot définitif là-dessus, là. C'est moi qui enregistre ce qui se passe ou Je pense pas que ce soit nous. Nous, on le voit que c'est historique, mais l'historien, il arrive toujours après coup. Il faut qu'il voit un peu l'impact que ça a eu, les conséquences. Ça nous prend une distance dans le temps. Je te dirais que ceux qui, présentement, prennent des notes, c'est les sociologues et les économistes.
Être économiste présentement, il se passe du jamais vu, pas juste au Canada. Là, c'est assez impressionnant de voir ce qui se passe parce que c'est sûr que ça va amener un changement du point de vue du capitalisme aussi, inévitablement. Parce que c'est drôle, les universités, là, on a des fonds de 500 000 pour des étudiants en difficulté. Les gouvernements sont capables de sortir de l'argent pour aider les gens qui vont pas bien. C'est ça, bon, ça m'a redonné le point que je voulais dire. On est en train de revoir ça, je trouve, ça, pour l'historien, c'est intéressant, que toujours en temps de crise, qui est le plus important dans une société? C'est les gens qui soignent et c'est les gens qui nourrissent. Et ça, là, il y a une jeune génération qui n'avait pas vraiment compris ça, là. Qui avait comme peut-être pas réalisé que les personnes qui sont responsables de la production alimentaire, que les gens qui sont responsables du transport des aliments, quand arrive une situation comme ça fait partie des gens dont les métiers sont justement essentiels. De se faire dire c'est quoi les services essentiels dans une société en 2020, c'est une claque dans la face, je pense, pour beaucoup de gens qui n'avaient pas peut-être réfléchi à... Parce que, tu sais, mes jeunes, quand je leur demande comment on faisait les vêtements avant, un rouet, ils sont même pas capables de me dire le nom de l'objet, même si je leur dis la Belle au bois dormant, ils n'ont aucune idée du filage, du tissage, comment ça fonctionne. Je leur montre des vidéos, des fois, sur YouTube, puis ils sont comme, mais c'est bien donc long, tu sais, faire du tissu à partir de la laine. Ouais, mais on commence à réaliser, tu sais, que ces métiers-là, que souvent on regarde de haut, ben, dans un temps de crise, c'est les métiers les plus importants. Puis ça, du point de vue de l'histoire, c'est toujours ça. Dans les périodes de crise, je pense, je vais remonter très loin, mais les guerres romaines ou les guerres à l'époque d'Alexandre le Grand, il y avait toujours un retour dans l'art ou la littérature à ce qu'on appelle le bucolique, valorisation de la campagne, valorisation du paysan, qui est la personne la plus importante en temps de guerre ou en temps de crise. Mais on le voit, mais à une autre échelle présentement. Il y avait ça en Chine avec Mao aussi, hein? Ben oui, mais ça... Ouais, mais ça, c'était piloté politiquement. C'est pas tout à fait la même chose. Même chose en Russie, un peu aussi. J'ai fait une joke historique. Yes, achievement. En bas, il va y avoir achievement réussi. En bas ici. Mais en Russie aussi, ils ont joué là-dessus. Mais là, c'est parce que c'est la politique qui récupère. Mais présentement, même si, oui, le gouvernement les remercie, je pense que je parle de civisme. Moi, j'ai jamais vu autant de monde à l'épicerie être aussi courtois envers la petite fille qui est en train de passer ta commande d'épicerie, puis envers le gars qui est en train de remplir les tablettes. Là. J'étais allée dimanche, puis j'étais sous le choc, en fait, de voir justement le civisme, puis comment le monde était fin, puis comment tout le monde se souriait, puis il était donc gentil avec la caissière, alors que j'ai tellement vu dans ma vie du monde ramasser la caissière parce que le prix affiché, mettons, ne fonctionnait pas, puis il n'y avait pas de respect pour le fait que c'était pas de sa faute. Là, tu sens qu'il y a quand même une appréciation de ces métiers-là. Fait que c'est sûr que ça, ici, on a un bel écho à l'histoire où dans chaque crise, dans chaque guerre, les métiers les plus importants, c'est les gens qui soignent et c'est les gens qui nourrissent. Et on le vit en 2020, malgré une société qui est tellement technologique, c'est devenu aussi très rapidement l'enjeu. Oh mon Dieu, ça prend de la farine parce que là, il va falloir que je fasse à manger à la maison. Ça prend des œufs, ça prend la base, les gens ont vidé les conserves et le papier de toilette. Ça, c'est unique à notre époque. Ça, j'ai pas encore compris. J'ai pas encore compris pourquoi. Sérieusement. J'ai vu des réponses pour ça. Si c'est isolé de ta famille, puis qui vont toutes aux toilettes quand vous êtes plusieurs, honnêtement, il y a eu plein d'analyses de ça, toutes différentes les unes des autres, mais c'est assez... ça, c'est spécial. Mais sinon, on a les mêmes comportements qu'on aurait eu à la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qui est intéressant, par contre, pour les historiens dans le maintenant. Mais notre rôle va arriver beaucoup plus tard. Là, présentement, c'est aux économistes, aux sociologues de faire des réflexions dans le maintenant. Là. Puis c'est quoi le recul qu'on va avoir besoin, le nombre d'années ou de décennies pour pouvoir analyser ce qu'on vit en ce moment, au point de vue historique? Ça dépend ce que tu vas étudier du point de vue de l'histoire. C'est sûr que si tu veux étudier les comportements sociaux, ça va prendre juste quelques années pour voir déjà les changements que cette crise-là va avoir opérés, que ce soit justement dans peut-être plus de travail à distance. Peut-être là, on le voit, il n'y a pas de trafic, on ne prend pas notre voiture. Moi, j'avoue qu'un des changements important, c'est de me dire, regarde, je suis capable de faire des fois des bouts de cours à distance, pas tout le temps, mais il y a des fois que, tu sais, si j'ai pas à me déplacer ou si je suis malade, ben, je vais peut-être prendre cette option-là justement pour pas me mettre sur la route dans des conditions où je file pas, tu sais. Fait que je pense que du point de vue des comportements sociaux, en quelques années, les historiens vont être capables de voir tous les impacts que ça a eu autant sur comment on se comporte entre nous, entre les pays. Est-ce que ça créera pas justement
un rapprochement parce qu'on vit tous la même chose, mais là, c'est international. Mais c'est sûr que si on étudie l'économie, ça va prendre quand même un certain temps pour voir les répercussions parce que oui, il va y avoir des répercussions dans les prochains mois, les prochaines années, mais une crise comme ça avec les millions qui sont annoncés alors que je veux dire, les budgets ne sont pas là. Qu'est-ce que ça va faire à long terme? Comment ça va modifier l'économie mondiale? Ça, c'est sûr que ça va prendre plusieurs décennies avant qu'on puisse regarder là, chez les historiens cet aspect-là. Mais les comportements sociaux, comment les gens interagissent entre eux après cette crise-là, peut-être les changements dans leur mode de vie aussi, parce qu'ils vont, comme Gabriel le disait, peut-être réaliser que c'est le fun de ne pas toujours être pressé, de ne pas toujours être stressé. Tu sais. Est-ce que ça va amener des changements durables? Ça, on va peut-être pouvoir le voir en 1 an ou 2 ans. Là. Ouais, ou combien de temps? Tu sais, mettons, moi, à mon épicerie, le caissier, il porte des gants, puis devant la caisse, il y a une grosse vitre. Comme ça, ça fait vraiment une vraie distance entre lui ou elle et ses clients. Puis ça, est-ce que ça va rester? Tu sais, genre, est-ce que juste ça ça prendra pas des années avant de voir si cette habitude-là d'avoir une distance avec les employés qui ont tous les vitres des mains. disparaîtront pas demain matin, tu sais. Je veux dire, même si, je sais pas, moi, à la mi-avril, et bon, on va être bien honnête, là, est-ce qu'on va vraiment, vraiment voir le retour des grandes entreprises dès la mi-avril? On peut peut-être en douter, là. On peut commencer à réaliser qu'ils nous ont préparé à coup de 2 semaines. Tu sais, ils vont à petite dose, mais je veux dire, là, de plus en plus, on entend le message, on se doute que ça va être plus long que mais non, mais ils ont annulé les Jeux olympiques. Je veux dire, comment les gens... Mais toi, t'es contente, là, Gabrielle, là. Tu me rends en esti, là. Oui, ben ça. Je suis vraiment heureuse. Pas de hockey, pas de baseball. Non, mais dans le sens qu'ils ont reporté les Jeux olympiques, à quel point c'est gros, qu'est-ce qui se passe en ce moment. La vie va pas reprendre à la mi-avril si les fucking Jeux olympiques ont été repoussés d'1 an. Là, mais en même temps, les Jeux olympiques, c'est plein de monde de plein de nations différentes qui vont être dans des situations différentes, qui vont se rejoindre à un endroit. Fait que tu veux prendre 0 chance. C'est comme le pire événement à avoir. Que si tu sais d'avance que c'est risqué. Un amphithéâtre universitaire de 300 étudiants aussi. Non, mais tu sais, le festival Juste pour rire, ça reste plein de monde de partout qui se rassemble par milliers à un endroit. Les universités, ça reste plein. Tu sais, que c'est quand même... Moi, je pense que, tu sais, vos prochaines semaines vont être assez lousses jusqu'à septembre, je pense. Moi, je pense beaucoup aux athlètes olympiques horny là-dedans. Parce que c'est connu que dans les villages olympiques, c'est vrai! ça forniquait à foison. Ouais. Puis là, eux autres, ils ont toute cette tension-là. Ils ont peut-être dû laisser aller la sexualité pour leur entraînement pendant un bout. Mais là, il dit, au moins, on se relâche une fois que ça va être fait. Mais là, ils sont en confinement en plus. Nos athlètes olympiques, là, ils ne peuvent pas relâcher la pression. Oui, mais ça, tu vois, d'intéressant pour les sociologues de voir comment le nombre de jouets sexuels et de vibrateurs, comment les commandes vont augmenter en ligne dans les prochaines semaines. Je serais curieuse. Oui, c'est ça. Je suis sûre qu'il va en avoir eu pas mal. Tout ça qui était sur Tinder. Ben, justement, ça aussi, j'ai vu une fille parler de ça sur Twitter, comme là, sur Tinder, là, c'est mieux de m'écrire des sonnets maintenant, là, des You Up, là, ça marche plus, là. Elle dit, on est à l'époque de Jane Austen maintenant, là. Tu m'enverras des poèmes, voir si ça me tente une fois que c'est fini. Clin d'œil à ça, l'humour présentement là-dessus. Tu sais, moi, je me rappelle, il y a 2 semaines seulement, tu sais, il y a quelqu'un qui avait mis un graphique, là, genre probabilité que le confinement dure 2 semaines. Tu sais, c'était une grosse tarte en orange, puis il y avait une petite tarte en bleu, puis c'était écrit probabilité. Fait que, tu sais, en orange, c'était les probabilités, puis la petite pointe en bleu, c'était écrit même chose, mais en bleu, tu sais, en voulant dire, c'est sûr que ça ne durera pas 2 semaines. Mais c'est comme c'est hier, j'ai vu ça. Genre, c'est un texto, ça dit « Allô, t'es où? Tellement 2019! » Parce que c'est sûr que c'est niaiseux, là, mais tu sais, c'est sûr que si tu poses la question présentement, c'est facile de savoir où est-ce que t'es. Fait que ça, je trouve qu'il y a quand même des choses très drôles par rapport à... Oui, mais puis tout le monde... Il y a beaucoup d'humour. J'ai l'impression aussi que tous les humoristes qui ont comme perdu leur plateforme, qui est la scène, ben là, deviennent complètement fous puis pitchent tout sur Internet. Justement, là, le nombre de lives qu'il y a un peu partout, tu sais, autant sur Instagram, sur Facebook et tout. Moi, hier, j'ai fait un live où est-ce qu'on a juste joué à Cranium pendant 1h30. T'as fait ça? Ouais! On a gagné, d'ailleurs, je veux dire. Non, mais même moi, je me suis mis sur le live. J'avais jamais fait ça de ma vie, là. C'est une première, mais c'est parce que j'ai plein d'abonnés, tu sais, qui sont des dames qui allaient à toutes les conférences du Musée des Beaux-Arts, qui étaient super actives, puis tu sais, qui ont 70 ans et plus.
sais, je veux dire, c'est un changement de mode de vie qui est vraiment drastique quand tu es quelqu'un qui est très, très actif dans la vie culturelle, mettons montréalaise ou même à Québec. Puis là, c'est ça. Moi, je me suis dit, le temps du confinement, tu sais, j'offre des petites capsules d'histoire d'une demi-heure, 3 fois par semaine. Mais j'avais jamais fait ça avant, là, tu sais, en Facebook Live. Mais je me suis dit, c'est la seule chose que je peux faire pour amener un peu d'humanité et un peu d'éducation dans une période où le monde se cherche de quoi des fois pour se nourrir aussi. Là. Parce que la concentration, je sais pas, je reviens à ça, mais tu sais, lire un roman ces temps-ci, moi je me disais, hey, je vais avoir fini mon roman qui était sur ma pile en un claquement de doigts. Puis on dirait qu'on a de la misère. Ouais, moi j'ai Yannick, en plus, moi j'ai commencé à lire une BD From Hell, que c'est toi qui m'avais recommandé. Oui, le roman graphique de Alan Moore et quelque chose. Sur Campbell. Jack l'Éventreur. Oui, sur Jack l'Éventreur, puis sur les possibilités de c'est qui Jack l'Éventreur, puis c'est vraiment. Ça c'est une brique. Oui, ça c'est une brique, puis qui est illustré à la plume, vraiment scratchy. Fait qu'il y a comme un effet de... Ça aurait pu être dessiné à l'époque, quasiment. Là. Non, c'est vraiment, vraiment bon, mais ça c'est un tome. Là. Il est tout de même gigantesque, mais c'est vraiment bon. Je l'ai lu au cégep il y a quelques années. Mais c'est un graphic novel? Oui. Ça s'appelle From Hell. Tu parles de concentration. En lien avec la lettre. C'est vraiment parfait parce que tu peux plus regarder les images, lire un peu et tout, mais ça demande un petit peu moins que justement un gros roman. Je suis contente d'avoir fini Shogun, mettons. Oui, j'avoue que là, ça aurait peut-être pas été le meilleur moment pour plonger dans une brique comme ça. Là. C'est ça. Tu sais, c'est plus... on dirait que c'est un peu plus difficile de se concentrer même sur un roman. Là. Tu sais, on dirait qu'il y a comme toujours ça qui est en arrière de la tête. Qu'est-ce qui va se passer? On est comme un peu en mode survie c'est pour ça que je suggère un roman historique d'ailleurs que j'ai avec moi ici. Qui s'appelle Lance et Compte. Pas peur, Evelyne. Je le conseille fortement. Je trouve que ça représente vraiment une culture du Québec, du sport québécois. On avait aussi là-dedans une équipe impressionnante, un national de Québec, qui raconte des histoires avec Marc Gagnon d'ailleurs, et la famille Lambert. Je pense que c'est une famille qu'on ne doit pas oublier au Québec. OK, c'est-tu de l'histoire un petit peu plus romancée ou tu dirais que c'est plus straight-up biographique, Pierre-Luc, ce tome-là? Je dirais que c'est intéressant parce que c'est un peu comme la Bible, dans le sens que plusieurs personnages prennent la narration en relais. C'est vraiment intéressant des fois d'avoir comment est-ce qu'un vieux monsieur pense que Suzy Lambert écrit. Et je vous dirais que c'est raté à chaque fois. Et je vous suggère forcément ce roman-là, que je rappelle est historique. Oui, parlant de belles suggestions comme ça, il y a plusieurs auditeurs et auditrices, Evelyne, qui ont dit dans le passé qu'ils aimaient vraiment ça quand tu parlais d'animation japonaise et de manga et des affaires comme ça. Fait que as-tu une que tu aimes en particulier ou une recommandation que les gens pourraient plonger dedans ou trouver? S'ils la trouvent, parce que c'est en DVD... Moi, je suis très, très vintage dans mes connaissanses des mangas. J'en ai écouté beaucoup, beaucoup quand j'étais au cégep. Mais c'était l'âge d'or, je trouve, aussi de l'animation japonaise. Je dirais, historiquement parlant, qui est en fait basé sur un livre japonais d'histoire médiévale, c'est Record of Lodoss War. Si vous n'avez pas vu ça, je considère que c'est probablement, moi, la série d'animation japonaise qui m'a le plus marqué. Ça a été transformé en série plus courte par la suite, mais l'original, la grosse série Record of Lodoss War, vraiment, là, si vous aimez le médiéval japonais, si vous aimez un monde un peu à la Tolkien avec des elfes, des choses comme ça, c'est vraiment excellent. Puis, je dirais que ma préférée, que je réécoute quand j'ai besoin de me faire du bien. Ça s'appelle Elazard. C'est un peu difficile d'expliquer ce qu'est Elazard, mais c'est en fait des gens qui sont transportés sur c'est plus un autre espace-temps, peut-être. Hein? Mais c'est très inspiré du monde moyen-oriental, le monde arabe, médiéval, encore une fois. Mais les personnages sont fabuleux, l'histoire est géniale, c'est très humoristique aussi. Honnêtement, c'est mes 2 gros coups de cœur en animation japonaise. Très cool. Voilà. Mais je suis vintage, je le dis. Je suis pas à jour avec tout ce qui sort sur Netflix. Je me promets un jour de commencer à l'écouter, puis c'est pas arrivé encore. T'as le temps, Crunchyroll? Pas tant que ça. Moi, j'enseigne, puis malheureusement, je transfère tous mes cours en ligne. C'est vraiment long, en fait. Comme toujours, Evelyne, merci beaucoup d'être venue nous voir. C'est un plaisir à chaque fois.
Les gens qui veulent, justement, qui veulent te voir en ligne, vu que tu fais plein d'affaires en ligne, ils te trouvent où? Ben là, présentement, je suis très active sur ma page Evelyne Ferron, historienne, parce que, bon, c'est ça, j'ai pris l'initiative gratuitement de faire des cours d'histoire générale. Je suis partie des premiers amis. Je suis rendue à l'Égypte aujourd'hui. Des petits 30 minutes de 3h à 3h30, là, le lundi, le mardi, le jeudi, le temps du confinement. Donc, pendant que mon horaire me le permet aussi, il faut que je fasse attention à moi dans tout ça, parce que j'ai des équipes aussi à soutenir. Donc, Evelyne, elle n'en fait pas trop non plus, mais des petites demi-heures. Vous pouvez m'entendre avec Yannick, mon balado quand même. J'ai un balado d'histoire avec des épisodes qui sont téléchargés qui s'appelle L'Incroyable Histoire. C'est sur la plateforme audio de Radio-Canada et l'illustration, la couverture, ben, c'est Yannick qui a fait le dessin de moi. Fait que je te remercie. Je te remercie énormément. J'ose espérer qu'ils vont finir par te contacter pour en faire d'autres, mais donc le dessin de moi avec le chapeau, c'est l'œuvre de Yannick. Donc, j'ai un balado jeunesse. C'est pour les 8-12 ans, mais honnêtement, il faut être plus vieux et l'écouter quand même. Moi, je l'écoute. Ah oui? Puis ça va-tu? J'ai rien compris. Okay. Fait que, voilà, j'ai ça aussi là, qui peut vous divertir pour l'instant. Sinon, je suis toujours avec Franco Novo le dimanche matin sur Ici Première à Dessine-moi un dimanche où j'ai fait ma chronique d'histoire. Ça s'arrête pas. J'étais au décrypteur pendant l'année, mais là, la situation actuelle fait que je sens que pour le reste de la saison, c'est terminé pour les historiens au décrypteur à RDI, mais j'étais là. Donc, je décapsule sur YouTube de ce qu'on a fait à cet égard-là. Puis sinon, j'ai toujours mon compte Twitter, ma page historiophile, où là, je relais davantage des nouvelles en histoire, en archéologie. Et étonnamment, il y a quand même encore un peu d'actualité dans la situation actuelle. Donc, j'en profite. C'est à peu près ça. On peut me suivre sur Instagram si vous voulez voir mon chien. Il est très beau. Il est très beau aussi, alors. C'est un follow recommandé. Pierre-Luc? Oui, j'appelle Pierre-Luc Racine dans la vraie vie et sur Facebook. Et c'est probablement la seule place où tu peux me voir, c'est sur Facebook et Instagram parce que je ne sors pas de chez nous. J'ai un projet qui sort très, très bientôt. C'est peut-être déjà sorti. Fait qu'allez voir mes réseaux sociaux parce que c'est vraiment cool. J'ai des bons invités, c'est des bonnes discussions. Allez voir ça, ça va vraiment, vraiment le fun. Yannick était mon premier invité. J'ai reçu Caroline Nuard, tantôt j'aurai avec Thomas Levac. Peut-être bientôt avec Ariel Rebelle, jase aussi pour ça. Fait que suivez ça sur mes réseaux sociaux, Pierre-Luc Racine et Croissant Pierre-Luc. Gabriel? Facebook, Instagram, TikTok, je partage des niaiseries, puis un peu de tout. Là. J'essaye de me divertir moi-même en vous divertissant aussi. Fait que venez me suivre, venez donner un petit like. Ça fait comme de l'amour à distance. D'accord. Vraiment, merci à tout le monde de nous écouter. On espère que vous continuez à aimer l'émission. J'aimerais ça aussi souligner qu'on a eu un beau petit bump dans les followers sur Patreon, les gens qui nous encouragent. Alors, ça, c'est très apprécié, surtout en ce moment-ci. On vous remercie énormément de nous encourager ainsi pour qu'on puisse continuer à faire des shows comme ceci pour vous. Et une fois de plus, Evelyne, merci beaucoup d'être venue nous voir. Et, ça me fait plaisir. Et sur ce, eh bien, à la prochaine bière. Bye! Bye bye!